Nidal Ouerfeli. Alors, Nidal Ouerfeli, je vous l'ai dit tout à l'heure, au représentant régional du CEA, mais surtout, je saute la partie ministre chargé de la coordination des affaires économiques et porte-parole du gouvernement tunisien. Il a réussi à faire passer une loi sur les énergies renouvelables en Tunisie. Alors, Nidal Ouerfeli, comment on fait? Comment ça se passe, la transition énergétique en général et le développement des renouvelables en particulier? Dans les pays, les micros démarrent tout seuls. Hein. Il y a un grand tableau là-bas qui, en fonction de la couleur que vous avez pris, fait démarrer le micro automatiquement. Il n'y a pas besoin de toucher. Voilà. Alors, comment ça se passe dans le pourtour méditerranéen, surtout sur les pays du Sud qui sont très dépendants des hydrocarbures? Comment est-ce qu'on peut arriver à mener sereinement une transition énergétique? Merci beaucoup, Monsieur Rocher, pour cette question fort importante au niveau de cette région-là. Mais permettez-moi d'abord de saluer Monsieur les ministres et le syndicat des énergies renouvelables pour l'organisation de cet événement fort important qui s'intitule effectivement Énergie renouvelable pour la civilisation. Et là, vous me questionnez sur une région qui est à la croisée de 3 continents, qui est au carrefour de civilisation, qui est la région de la Méditerranée, dans l'énergie est un enjeu et au moteur même de la croissance économique au niveau de l'ensemble de cette région-là. Permettez-moi d'abord de donner quelques chiffres au niveau de cette région Méditerranée, un aperçu macroéconomique et un aperçu global de cette région. D'abord, cette région, je rappelle, c'est 7% de la population mondiale, 7% de la consommation en énergie primaire, 6% des émissions de CO2 et 8% de l'investissement global en matière de l'énergie. On a 4 grandes caractéristiques qui caractérisent le système énergétique et le paysage énergétique en Méditerranée aujourd'hui, qui, à mon sens, à titre très personnel, ce sont des enjeux, plutôt des défis auxquels est confronté aujourd'hui le paysage énergétique en Méditerranée. Première caractéristique, c'est de l'inégalité. L'inégalité en termes de dotation de ressources énergétiques, qui sont plus concentrées dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, si on parle essentiellement de pétrole, de charbon et du gaz, au niveau des 3 pays, entre l'Algérie, l'Égypte et la Libye, en ce qui concerne le pétrole, mais aussi des inégalités en termes d'accès à l'énergie, où les pays de la rive nord de la Méditerranée, je donne un exemple, consomment 2 fois plus qu'un citoyen de la rive sud de la Méditerranée. Donc ça, c'est une première caractéristique fort importante au niveau des inégalités entre les pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée. Deuxième caractéristique du paysage énergétique en Méditerranée, c'est l'insécurité. L'insécurité en termes d'approvisionnement énergétique, l'insécurité qui est due essentiellement à la volatilité des prix, particulièrement des énergies fossiles et plus particulièrement de pétrole et de gaz, mais aussi de l'insécurité due essentiellement aux inquiétudes géopolitiques qui caractérisent cette région. Troisième caractéristique au niveau de cette région, c'est nous constations de fortes disparités au niveau de cette région. On a parlé effectivement des pays de la rive nord de la Méditerranée. Si on voit entre 2010 et aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 9 ou 8 dernières années, on voit qu'il y a un ralentissement de la consommation en énergie primaire, ou de la demande en énergie primaire aujourd'hui des pays de la rive nord de la Méditerranée, expliqué par 3 principales raisons. D'abord, des politiques volontaristes en matière de maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Deuxième raison, c'est une croissance démographique relativement qui a baissé au cours de ces dernières années à peu près. On a un taux de croissance de 0,5%. Et puis le troisième facteur, c'est la croissance économique qui a ralenti, puisqu'on a une croissance économique ralentie, donc on a une moindre demande en énergie primaire. Bien au contraire, ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée, on voit une augmentation presque annuelle de 6% entre 2010 et aujourd'hui de la demande en énergie primaire, et une croissance spectaculaire dans le domaine de l'électricité, à peu près quand même entre ces 2 dernières décennies, plus de 70% de croissance en demande d'électricité des pays de la rive sud de la Méditerranée. Et un dernier constat de paysage énergétique, mais je ne vais pas m'étaler puisque ça a été tellement dit aujourd'hui par ma collègue Valérie Delmotte-Masson, donc aujourd'hui de Laboratoire de sciences et climat et de l'environnement, c'est les dommages causés à l'environnement, c'est la problématique du changement climatique et ses impacts qui devient très très alarmante et très très préoccupante au niveau de la région de la Méditerranée. Effectivement, donc ça, c'est les 4 caractéristiques. Si on voit bien maintenant particulièrement, pour essayer de répondre à votre question, ce qui se passe au niveau des énergies renouvelables, on voit aujourd'hui que la part des énergies renouvelables dans la demande de l'énergie primaire, elle tourne autour de 11%. Et si on voit l'ensemble des études de prospective de l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, de l'ADEME, de l'OME, de l'AIE, l'ensemble des études donne à peu près un triplement, dans les scénarios plus optimistes, un triplement de la part des énergies renouvelables dans la demande
demande de l'énergie primaire, c'est-à-dire ça passe de 11% aujourd'hui à peu près à 27% en 2040. Ce qui nous amène effectivement à une conclusion de cette première partie, deux messages forts, que le premier, même s'il y a un triplement de la demande des énergies renouvelables dans la demande d'énergie primaire, on voit bien que plus de 75% reste, le bouquet énergétique de la Méditerranée, du paysage méditerranéen de manière générale, reste verrouillé par le triptyque pétrole, charbon et gaz. Et ça, effectivement, avec l'ensemble des conséquences, l'ensemble des enjeux, et donc ce qui laisse dire aujourd'hui que cette croissance qui est basée, fondée uniquement sur les énergies fossiles épuisables, donc ne sera pas soutenable au niveau de cette région-là. Deuxième triptyque qui est subventionné. Qui est très très subventionné. Je vous donne un chiffre, effectivement, donc un chiffre. La subvention en matière de l'énergie fossile dans le monde, selon les rapports de FMI, c'est à peu près 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars qui est concentré essentiellement dans les pays producteurs d'énergie fossile, producteurs en fait essentiellement des pays de l'OPEP. 500 milliards de dollars aujourd'hui de la subvention à la consommation en matière d'énergie fossile, alors qu'on est à peu près à 150 milliards de dollars de la subvention pour le développement des énergies renouvelables. Vous voyez un petit peu la différence aujourd'hui. Mais le deuxième constat, c'est que face à cette situation, et mon collègue a parlé effectivement de la problématique de la transition énergétique. Cette transition énergétique peut se lire aujourd'hui comme une nécessité, on a entendu effectivement des intervenants aujourd'hui parler de ça, comme une nécessité pour l'ensemble de la région, comme une nécessité pour les pays de la rive nord de la Méditerranée, mais comme une nécessité immédiate pour les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et c'est dans ce sens qu'il y a eu un certain nombre d'engagements pour le développement des énergies renouvelables, de la diversification des pays de la rive sud de la Méditerranée. Bon, alors Nidal, quand même, un petit focus sur la Tunisie, puisqu'on en est arrivé là. Un pays particulier, un petit pays, très vertical, avec du gaz algérien qui traverse massivement, avec une ponction sur ce gaz algérien, et puis, malgré tout, les énergies renouvelables qui arrivent à passer. Alors, quelle est la recette gagnante, là ? Je pense qu'il n'y a pas de recette gagnante, c'est dans le sens où, comme je l'ai dit aujourd'hui, tout le monde s'accorde que la transition énergétique est un impératif, ce n'est plus un choix de confort. Aujourd'hui, il est impératif d'aller vers la transition énergétique. Bien évidemment, il n'y a pas un seul modèle de transition énergétique qui est transposable. Il n'y a pas un seul rythme de transition énergétique qu'il faut suivre. On entend parler effectivement dans un certain nombre de pays du Nord que la transition énergétique pourra prendre beaucoup de temps parce que c'est le confort, c'est l'acceptabilité sociale, c'est le coût de la transition énergétique, c'est qui va supporter la transition énergétique. Dans des pays comme la Tunisie, le Maroc ou d'autres pays, la transition énergétique est un impératif. On vient d'entendre effectivement Monsieur le ministre qui vient de dire qu'il y a une obligation aujourd'hui du service public d'effectuer cette transition énergétique. Le cas de Maroc, par exemple, je viens pour la Tunisie, le cas de Maroc qui était indépendant plutôt du point de vue énergétique à 98% de son bilan énergétique en 2009, elle est aujourd'hui, elle met un objectif à 80% d'indépendance effectivement en matière énergétique avec un plan fort intéressant que tout le monde connaît aujourd'hui, avec un développement des énergies renouvelables aujourd'hui, particulièrement à l'horizon de 2030, où l'objectif c'est 52% de l'énergie, ça va être essentiellement des énergies renouvelables, et plus que ça... Ils vont le remonter même. Absolument, absolument. Donc on a été au mois de décembre dernier, et l'Institut royal des études stratégiques au Maroc aujourd'hui se pose la question pour 2030, c'est comment obtenir 62% des énergies renouvelables avec tout ce qui se passe en termes de la baisse des coûts, de tarification de l'énergie. Ça, c'est l'exemple de Maroc, c'est-à-dire que pour montrer que chaque pays possède son propre modèle de transition et son propre rythme de transition énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? Donc on part effectivement de deux constats au niveau si on regarde le paysage énergétique en Tunisie. Effectivement, le premier constat, c'est que c'est un déficit énergétique qui est devenu un déficit structurel depuis les années 2000. Ce déficit structurel a atteint aujourd'hui plus de 52% de la consommation en énergie primaire. C'est énorme. Donc en partant de ce constat-là, qui est basé sur dans une des raisons que vous avez citées, qui est basé sur trois points essentiellement, ce déficit qui est devenu un déficit structurel. D'abord, une augmentation de la demande de l'énergie primaire et particulièrement de la demande de l'électricité. À peu près, dans la demande de l'énergie primaire, on est à 2 à 3% d'augmentation par an et 6% en matière de l'électricité. Ça, c'est la première raison qui a amené effectivement à ce déficit énergétique. Deuxièmement, et
je me permets de le dire, mais je ne représente bien évidemment en aucun cas aujourd'hui les autorités tunisiennes, c'est qu'un déclin des ressources en hydrocarbures en Tunisie. Vous avez un bouquet énergétique qui est basé essentiellement sur le pétrole et le gaz pour la demande de l'énergie primaire et 97% pour l'électricité à partir de gaz naturel. Et on voit en termes de ressources nationales un déclin depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui de jamais vu, c'est-à-dire de 6% par an de déclin de ressources. Et donc face à ce constat, en 2013, il n'y a pas eu de recette. C'est un impératif d'aller rapidement vers et de profiter d'une transition énergétique rapide en Tunisie à travers, si vous me permettez de rappeler un petit peu, à travers effectivement, donc elle a commencé en 2013 par un débat national sur les principales orientations en matière de stratégie énergétique. Les orientations ont été adoptées par le Conseil des ministres en 2013, et puis derrière, qui se base effectivement sur un certain nombre de points. Mais les 3 ou 4 points qui nous intéressent le plus aujourd'hui, c'est d'abord renforcer l'efficacité énergétique. J'ai entendu beaucoup parler aujourd'hui du développement des énergies renouvelables, mais je pense qu'un des gros potentiels pour la diversification et la sécurisation de l'approvisionnement énergétique, c'est le programme de l'efficacité énergétique, c'est la maîtrise de la demande. Donc il faut agir de plus en plus sur le potentiel en efficacité énergétique et maîtrise de la demande. Deuxième point qui a été développé, effectivement, c'est le lancement d'un cadre réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables. Et ce qui s'est passé effectivement en 2014 et 2015, et puis après derrière, des textes d'application qui sont adéquats, qui sont revus bien évidemment, hein, donc c'est assez dynamique. Et puis effectivement, et ça c'est important, les lancements des appels d'offres avec un objectif de 3 horizons temporels. Hein. Donc le premier horizon c'est 2020 avec une capacité additionnelle des énergies renouvelables d'à peu près 1,8 gigawatts de plus, dont les principaux appels d'offres ont été lancés. 2030, l'objectif c'est 3,6 gigawatts, et bien évidemment au-delà de 2030, c'est véritablement, et puis bien évidemment avec le 2030, la mobilité électrique et bien les questions relatives à la deuxième génération, c'est-à-dire le solaire thermique à concentration et le stockage, et le troisième horizon, c'est véritablement vers des scénarios de rupture. Ça, c'était essentiellement relatif au cadre réglementaire, et je me permettrai de revenir juste un petit peu parce que j'ai vu le déploiement des appels d'offres, particulièrement dans l'éolien et dans le solaire, et les tarifs fort intéressants que je pourrais vous donner tout à l'heure. Mais il y a une réforme qui nous a semblé fort importante aujourd'hui, parce que bien évidemment, on est un peu verrouillé par le bouquet pétrole, gaz essentiellement donc en Tunisie, dont la redevance a diminué de plus de 75% entre 2010 et aujourd'hui, et qui n'est pas dû effectivement, je dirais, à une mauvaise volonté de l'Algérie, ou plutôt qui est dû essentiellement à la baisse de la croissance économique qui se trouve dans la rive nord de la Méditerranée, qui a donné l'Algérie, c'est le 3e fournisseur de gaz naturel de l'Union européenne, et bien évidemment les quantités ont diminué, puisque les quantités ont diminué, la redevance qui transite via le territoire, bien évidemment, a diminué, et qui a obligé la Tunisie à racheter au prix élevé ce gaz-là, qui est un manque à gagner. La troisième, par contre, réforme qui me semblait fort intéressante, c'est la réforme de la fiscalité. C'est la réforme de la fiscalité. On vit tous les jours via la subvention de l'énergie, particulièrement la subvention de la consommation. Donc il y a eu toute une mise en place d'un plan de revoir un peu le système de compensation de l'énergie. Le système de compensation de l'énergie est par défaut, si vous me permettez de le dire, il est un peu biaisé par le marché, puisque plus on consomme, plus on a de la subvention. Et donc l'objectif, c'était de dire, à partir d'un nombre de kilowattheures par mois, et ça a été appliqué, à partir d'un nombre de kilowattheures par mois, en termes de la basse tension ou éventuellement moyenne et haute tension, on transfère ce delta, on paye plein pot, donc le coût de revient de l'électricité, et le delta rentre dans le cadre d'un fonds qui a été créé en 2014, ça s'appelle le Fonds de transition énergétique, et ce fonds-là a pour objectif de financer ou de subventionner l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables en Tunisie. Alors un mot sur ces appels d'offres, parce qu'il va falloir financer ces énergies renouvelables. On a évoqué là brièvement les appels d'offres. Est-ce que les énergies renouvelables en Tunisie ont toujours besoin de subventions ? J'allais pas vous mentir, donc j'ai ma petite propre préoccupation par rapport à ça. C'est que je vais vous donner le chiffre et je vous laisse véritablement, et cette question se pose à la salle, dire aujourd'hui est-ce que les énergies renouvelables ont besoin de la subvention ou pas. Pour le cas de la Tunisie, en tout cas que je connais au mieux, si on prend le coût de revient aujourd'hui qui est pondéré moyenne
2018, produit par l'opérateur de l'électricité à 100% par le cycle combiné gaz naturel. Le coût aujourd'hui est à peu près, on est autour de 8,2 centimes d'euros. Ce n'est pas un exercice que je vais vous donner. Le prix de vente est autour de 5,3 à 5,4 centimes d'euros d'aujourd'hui. Donc entre le coût de revient et le prix de vente, vous avez à peu près entre 2,5 centimes d'euros de subvention, et de subvention, ce qu'on appelle la subvention directe, qui va directement à la consommation. Les résultats de l'appel d'offres, l'appel d'offres c'était quoi? C'était de la première génération, 4 fois 30 MW d'éolien et 6 projets photovoltaïques de 10 MW. Donc on reste bien évidemment sur des tailles très faibles, très faibles. 30 MW éolien, c'est rien du tout, et 10 MW aujourd'hui de photovoltaïque, c'est rien du tout. Et bien les tarifs qui ont été, et qu'on a vu suite au déploiement de l'appel d'offres et la maison, ça varie entre 3,2 et 3,8 centimes d'euros aujourd'hui, pour l'éolien comme pour le solaire. Je considère que ce tarif-là est très compétitif aujourd'hui, compte tenu de la taille de ces projets-là, qui restent des projets de taille très modeste, de 30 MW et l'éolien, avoir 30 MW à 3,2, alors que le prix de vente est à 5,2, je pense qu'il y a une marge de manœuvre assez intéressante. Certes, l'énergie renouvelable, éolien et solaire présente des caractéristiques d'intermittence. On a aussi la problématique de l'internalisation des coûts externes de stockage ou de gestion, mais je pense que peut-être la subvention qui est donnée à la consommation aujourd'hui, qui est à peu près de 20 € le mégawattheure, pourrait véritablement jouer un levier pour rendre très compétitifs les énergies renouvelables et leur introduction aujourd'hui. En tout cas, on le voit à travers ces petits projets. 32 à 38 € par mégawattheure pour des projets de 30 MW d'éolien, 10 MW de solaire photovoltaïque, à comparer à 82 € de prix de revient et 52 € de prix de vente. Tout ça, bien sûr, avec un ensoleillement. On a une idée du facteur de charge, du nombre d'heures d'ensoleillement, oui, du nombre d'heures de vent par an? Et donc en fait, ça, on est dans l'optimum, puisque les sites qui ont été choisis, quand même, c'est des sites qui sont relativement, et c'est du privé, c'est pas donc des sites qui sont relativement à fort potentiel, que ce soit dans le domaine solaire ou éventuellement à fort potentiel technico-économique. Mais je pense qu'aujourd'hui, quel que soit, je discutais tout à l'heure avec un développeur, il y a 10 ans, on mettait des parcs 1 MW photovoltaïque à 1,5 à 1,6 millions d'euros. Aujourd'hui, on en sort des parcs photovoltaïques à 600 000 € quand même. Donc on est véritablement sur une baisse drastique de la part des renouvelables, des prix effectivement de renouvelables qui sont très compétitifs aujourd'hui. Merci Nidal Ouerfelli. On reviendra tout à l'heure au moment où la table deviendra ronde. Je vous rappelle que Nidal Ouerfelli représente le CEA. N'oubliez pas que c'est le CEA au carré. Ça ne figure toujours pas sur le logo quand on le voit, mais c'est Commissariat à l'énergie atomique. Et aux énergies alternatives. Et aux énergies alternatives. Il y a d'ailleurs plusieurs représentants qui sont là dans la salle et qui sont énergies renouvelables exclusivement, ou presque. Alors Cyril Rousseau, vous êtes sous-directeur des affaires financières multilatérales et du développement à la DG Trésor, donc comme je le disais tout à l'heure, sous double tutelle à la fois des affaires étrangères et des finances. Enfin, c'est pas une tutelle, c'est une... Comment ? Non, c'est au ministère de l'économie et des finances. Ah mais en préparant la table ronde, je suis allé voir sur votre site, il est écrit quelque part. Non, c'est l'Agence française de développement qui est sous double tutelle. Ah d'accord, écoutez, ça viendra peut-être, alors désolé. Donc vous êtes membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Rappel des objectifs de cet instrument, quels sont les critères, quelle est la procédure pour avoir accès à cet instrument financier. Merci Philippe et merci de l'invitation à vous présenter le Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat, c'est une institution relativement jeune. Elle a été décidée il y a une dizaine d'années dans le cadre des négociations climatiques, mais elle n'est véritablement opérationnelle que depuis la COP21 et la négociation de l'accord de Paris. C'est une institution qui vise à soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris en apportant des financements pour la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Et ce fonds est financé par les pays développés. Donc dans le cas de la France, à ce stade, on a contribué à hauteur d'1 milliard $. Ce fonds alloue aujourd'hui 2 à 3 milliards $, par an. Donc 2 à 3 milliards $, par an, c'est à la fois pas grand-chose si l'on compare notamment aux graphiques qui nous ont été présentés tout à l'heure, où on voit que les énergies renouvelables, les investissements dans les énergies renouvelables, c'est dans les pays en développement, c'est de l'ordre de la centaine de milliards de dollars par an. Et si on s'étend à tout le champ des actions de lutte contre le changement climatique, on est sur plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Mais c'est même pas énorme par rapport, ne serait-ce qu'au transfert nord-sud dans le cadre
du financement de la lutte contre le changement climatique, qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars par an. Mais la particularité, c'est que le Fonds vert pour le climat, il n'a pas d'objectif de rendement. Et donc, il est en mesure d'intervenir en subvention, pour financer de l'assistance technique, pour prendre des parts extrêmement risquées dans des structures, pour délivrer des garanties. Et dans ce champ-là, les dispositifs de nature comparable, dotés de 2 à 3 milliards de dollars de capacité d'engagement par an, se concentrer dans ce domaine, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment là qu'est son rôle. Et c'est un rôle qui, pour pouvoir peser sur les centaines de milliards de dollars de flux, doit s'inscrire dans une logique catalytique qui doit être là pour appuyer ce changement de paradigme qu'évoquait le ministre tout à l'heure. Et c'est ça qui doit guider l'orientation des financements du fonds. Et c'est d'ailleurs le défi auquel nous, en tant que membres du Conseil, nous sommes confrontés dans les décisions à prendre sur les projets. Donc ces projets et ces programmes, que sont-ils? Que finance le Fonds vert? Son objectif, c'est de financer à la fois l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, de façon à peu près équilibrée. Il a par ailleurs un objectif, s'agissant d'adaptation, qui est de cibler au moins la moitié de ses financements sur les pays les plus vulnérables, qui sont définis comme l'Afrique, les pays les moins avancés et les petites îles en développement. Donc là, il s'inscrit bien dans cette logique de rééquilibrage pour essayer de lutter contre ce qui nous a été montré tout à l'heure, qui est le sous-investissement dans certains pays. Et en termes de taille de tickets, c'est des tickets compris entre 10 millions et 300 millions de dollars. Dans le domaine qui vous intéresse le plus, énergie renouvelable et efficacité énergétique, qui est de fait aujourd'hui son premier secteur d'intervention, le fonds, aujourd'hui, dans les allocations qu'il a réalisées, sur la base d'environ 5 milliards de dollars alloués, est censé permettre une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 1,4 milliard de tonnes. Alors là aussi, 1,4 milliard de tonnes, c'est à la fois beaucoup. C'est plus de 4 années d'émissions françaises. Donc on a neutralisé toutes les émissions de la France depuis la signature de l'accord de Paris. Et puis c'est évidemment très peu par rapport à la quarantaine de milliards que nous émettons collectivement au niveau mondial chaque année. Un point aussi peut-être à mentionner en termes d'activité so far, le fonds a approuvé une centaine de projets et qui couvre aujourd'hui une centaine de pays. Et aujourd'hui, il est engagé dans un mécanisme de reconstitution de ses ressources pour les années à venir. Donc maintenant, comment on travaille avec ce fonds? Alors le fonds, il a un secrétariat qui est basé en Corée, dans la ville de Songdo, où il y a à peu près 200 personnes. Et le point important pour vous, c'est qu'il y a au sein de ce secrétariat une direction qui est consacrée à l'action, au financement du secteur privé, et c'est une des priorités de l'action du fonds. Donc, des premiers contacts pertinents si vous souhaitez engager le fonds vert sur vos technologies ou vos projets. Maintenant, il y a une deuxième composante importante qui est l'appropriation par les pays bénéficiaires, qui est aussi au cœur de ce qu'est le fonds vert. Et il y a de ce point de vue-là, notamment, un point focal par pays bénéficiaire, qui est à la fois la personne qui donnera le go ou le no-go à un projet qui sollicite le fonds vert, et qui est aussi celui qui peut définir et contribuer à la définition par les autorités politiques de ce que sont les priorités d'intervention avec le fonds vert du pays. Et donc là aussi, sans doute un interlocuteur intéressant pour ceux qui veulent mettre en avant leurs solutions technologiques ou leur modèle économique pour travailler avec le fonds vert. Dernier point maintenant, concrètement, comment on fait? En fait, le fonds vert, il travaille avec des intermédiaires. Il ne va pas financer directement les entreprises. Il passe par ce qu'on appelle les agences accréditées. Il y en a aujourd'hui 75. Elles peuvent être de tout type. Ce peuvent être des agences nationales, agences locales. Ce peuvent être des organisations internationales, les grandes agences des Nations Unies, les grandes banques multilatérales de développement. Ce peut être des ONG, le WWF par exemple est accrédité. Ce peut être des acteurs privés. Certaines grandes banques internationales sont accréditées. Par exemple, en France, le Crédit Agricole ou BNP Paribas sont accrédités et peuvent être intermédiaires pour le fonds vert. Et puis enfin, les banques de développement. Et donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons ici 2 agences accréditées au fonds vert. Bassari Touré, la BOAD, a été accréditée au fonds vert et va nous soumettre à la fin du mois des projets importants et intéressants en matière d'énergie solaire. Et l'Agence française de développement, elle aussi accréditée,
Et notamment, s'est vu notamment confier l'un des plus gros programmes d'investissement du Fonds vert à ce jour, principalement, permettant de développer à la fois les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'adaptation au changement climatique, principalement en Afrique. Donc en résumé, s'agissant du fonds vert, mon message, c'est un fonds qui a envie de travailler avec le secteur privé. Il est très clair que, compte tenu des montants dont on dispose et de la nécessité de faire levier, c'est avant tout avec le secteur privé dans la capacité à démontrer des modèles soutenables et aider à dérisquer les premiers pas de ces modèles ou les premiers pas de l'adaptation de modèles aux circonstances propres à tel ou tel pays. C'est probablement là qu'il a la plus grande plus-value. Et nous sommes, administration française, avec les agences accréditées, à votre disposition pour vous aider à naviguer dans cet environnement si vous souhaitez que vos projets soient associés au fonds vert. Un tout petit mot, un rappel sur les autres outils de la DG Trésor. Alors, oui, alors l'État met à disposition d'autres outils pour appuyer le développement des projets d'énergie renouvelable dans les pays en développement. Donc il y a bien évidemment l'action de l'Agence de développement, mais qui va vous être présentée dans un instant. Il y a aussi des dispositifs plus ciblés, des dispositifs de subvention à la préparation aux démonstrateurs, notamment le dispositif FASEP, qui permet, aujourd'hui on a des projets de microgrids, des dessalements solaires qui sont financés par ce dispositif. Les prêts du Trésor peuvent également être utilisés à l'appui des énergies renouvelables. On a aujourd'hui l'installation de lampadaires solaires au Sénégal, mis en œuvre grâce aux prêts du Trésor. On a un dispositif pour les petits projets, le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM, qui peut accorder des subventions ou d'autres modalités entre 500 000 € et 3 millions d'euros, qui a beaucoup œuvré en matière de démonstration de petits projets d'énergie renouvelable, qui va continuer à le faire. On va avoir de l'ordre de 30 millions d'euros par an à consacrer globalement à ces subventions en faveur de l'environnement chaque année, et avec notamment la volonté de mettre l'accent sur le lien entre les nouvelles technologies, les technologies de l'information et la transition énergétique. Et dans ce cadre, on va notamment lancer des appels à projets, et dès la fin de l'année, un appel à projets en lien avec la transition énergétique. Et puis, dernier point, il y a bien évidemment tous nos dispositifs de soutien à l'export. Et dans ce cadre, je vous rappelle et vous invite à l'événement annuel, le rendez-vous Bercy Financement Export, qui aura lieu le 21 février prochain, qui est le rendez-vous annuel de tous les acteurs de la promotion de l'export et qui se déroule à Bercy, et auquel je suis heureux de vous convier. Ces dispositifs étant aujourd'hui des contributeurs majeurs à l'effort français de financement des énergies renouvelables dans les pays en développement. Merci Cyril Rousseau. On va regarder maintenant ce qu'ont à nous dire ou à nous proposer vos deux accrédités. On va commencer par l'AFD, Jean-Pierre Barral, directeur du département Transition énergétique et numérique. Donc vous êtes passé par le FEFEM qui vient d'être évoqué à l'instant, par Proparco, qui n'a pas été mentionné, mais vous êtes passé par là aussi. Donc vous connaissez bien toutes les actions de l'AFD. Quel est son rôle le plus significatif sur le sujet des énergies renouvelables à cette agence française de développement ? Merci. Tout d'abord, quelques mots sur la priorité qu'on accorde à l'énergie depuis de nombreuses années. C'est vraiment un secteur clé pour l'AFD, avec 3 axes principaux d'intervention: l'énergie durable, donc les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui représentent à peu près la moitié de nos interventions depuis 5 ans. L'énergie sécurisée, c'est tout ce qui est renforcement, extension de réseau, et puis l'accès à l'énergie, donc domaine particulièrement important, en particulier en Afrique. 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès. Donc en termes de volume, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an. Quand je dis 2 milliards d'euros, c'est à la fois les outils publics, AFD et Proparco, et la moitié de ces montants sont sur l'énergie durable, l'énergie renouvelable. Ça représente à peu près 20% des octrois de l'AFD, donc c'est vraiment un secteur essentiel pour nous. Et l'Afrique est bien sûr le continent de prédilection, mais on intervient également dans les pays émergents, en Asie ou en Amérique latine, et également dans l'outre-mer, où on est de plus en plus mobilisé sur la transition énergétique de ces
ce qu'on appelle les zones non interconnectées. Et ça nous intéresse particulièrement parce que, d'une certaine façon, les systèmes électriques de l'outre-mer ressemblent beaucoup à d'autres systèmes électriques qu'on voit en Afrique. Voilà. Ensuite, en termes d'outils, je pense que ce qui est le plus significatif, c'est peut-être la diversité de la boîte à outils de l'AFD qui s'adresse à vraiment l'ensemble des acteurs. Donc on a bien sûr des prêts souverains aux entreprises publiques d'électricité. Et donc la STEG en Tunisie, la CET au Togo sont des clients historiques de l'AFD qu'on accompagne depuis longtemps sur l'extension de leur réseau, la modernisation de leur système. Et puis la STEG, on travaille en ce moment sur des gros programmes de compteurs intelligents. Donc c'est la transition numérique de ces sociétés qu'on accompagne aussi et qui est essentielle pour la bonne intégration des énergies renouvelables. Les prêts au secteur privé par Proparco qui sont aussi clés et qui sont finalement l'accompagnement des sociétés privées quand des IPP sont mis en place et qui bien sûr, sur les ENR, représentent une part croissante de notre intervention. Les lignes de crédit à des banques locales, quand les projets sont trop petits pour qu'on les touche directement, on passe par des intermédiaires financiers locaux. C'est le programme SANREF qu'on va démultiplier grâce au projet qu'on a récemment remporté au Fonds Vert et qui est également en priorité destiné à l'Afrique. Des prises de participation de Proparco sur des plateformes, également pour des montants plus élevés, entre 15 millions d'euros et 50 millions d'euros, de STOA, qui est un véhicule d'investissement qui a été mis en place par la CDC et l'AFD, qui accompagne notamment Engie en Inde sur une plateforme éolienne. Donc, et puis également un travail sur une offre de garantie pour améliorer la bancabilité des projets solaires. Et des subventions à des ONG en particulier pour développer les modèles d'accès. On a des projets au Kenya où en quelque sorte le secteur privé finance la production et l'AFD finance l'accès. Donc et aujourd'hui, je dirais, la question de l'accès et de l'assistance technique sont les sujets qui mobilisent des subventions. Il est difficile aujourd'hui de mobiliser des subventions sur la production d'électricité compte tenu de ça. Caractère quand même concurrentiel, je pourrais y revenir. Donc ça veut dire que dans certains pays, comme par exemple au Sénégal ou au Kenya, on est présent à la fois, on accompagne la Sénélec sur le renforcement de son réseau, le côté smart grid pour améliorer l'intégration des énergies renouvelables, côté public, et Proparco finance les IPP solaires. Donc on a une grande cohérence de nos interventions pour le Kenya. Enfin, il y a pas mal de pays où on est présent sur vraiment différents volets. Vous venez d'évoquer les compteurs intelligents installés avec la STEG, Société tunisienne de l'énergie et du gaz. Il se trouve que vous êtes à la tête d'un département qui illustre un peu ce mariage entre la transition énergétique et la transition ou la révolution numérique. Est-ce que c'est la clé du succès, cette union sacrée entre la transition énergétique et la transition numérique ? Peut-être pas la clé du succès, mais en tout cas, c'est un facteur fondamental. Je pense en particulier pour toutes les solutions de kits solaires individuels qui ont vraiment été, qui sont devenues rentables à partir du moment où le paiement les solutions de paiement sont faites à distance, télépaiement, et puis également la gestion est effectuée à distance. C'était deux problème de ces projets solaires décentralisés, c'était la collecte des paiements et la gestion pérenne des infrastructures. Donc le numérique a permis de transformer tout ça et va également permettre finalement de changer profondément le business model des sociétés d'électricité. Je pense que la STEG est vraiment un très bon exemple et travaille vraiment pour complètement moderniser son offre. Ça passe par les compteurs intelligents, ça passe par la télégestion, ça passe par des centres de dispatching plus performants. Et c'est essentiel si on veut utiliser de manière, la totalité de l'énergie intermittente qui est proposée par les projets solaires. Et puis, bien sûr, l'accès à l'énergie dans les zones qui sont connectées va permettre aussi de rendre possible l'accès à d'autres services numériques qui sont bien sûr un levier extrêmement fort de développement.
On aura un très bel exemple dans la table ronde suivante de ce problème de collecte des paiements, et puis ensuite d'entretien et maintenance des infrastructures, et notamment avec des exemples de paiement Pay as you go qui se développent de plus en plus, notamment grâce aux smartphones. Merci. Alors Bassari Touré, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un peu un trait d'union entre cette table ronde et la table ronde suivante. Vous auriez presque pu vous y trouver aussi. Vous êtes vice-président donc de la Banque ouest-africaine de développement. Vous êtes accrédité, ça a été rappelé tout à l'heure par Cyril Rousseau. La question de l'accès à l'énergie et de la promotion de l'énergie solaire est une priorité affichée par la BOAD. Ça a même été rappelé en préparant cette table ronde. J'ai vu que ça avait été largement rappelé, que c'était au cœur des débats du 45e anniversaire. Alors quels sont les enseignements à la BOAD et du coup, comment est-ce que ça influence les projets et les programmes à venir? Merci beaucoup. Bonjour. Et merci d'avoir invité la BOAD. L'urgence climatique pour les 8 pays de la BOAD, c'est une évidence. Ce matin, on a parlé des migrations climatiques, on a parlé de la désertification, de la sécheresse, des inondations, de l'érosion côtière. Donc, c'est une zone où il y a un concentré de tous ces problèmes-là. C'est pour ça que la BOAD a placé les questions environnementales au cœur de son 45e anniversaire. Une énergie solaire propre et résilient aux effets adverses des changements climatiques. Même si les facteurs négatifs sont importants, je vais tout de suite souligner un facteur positif, c'est que nous avons un gisement solaire illimité dans cette zone, ce qui permet de penser aussi l'avenir avec un peu plus de sérénité. Alors, ce qui a été remarqué au niveau de notre zone, c'est qu'en plus du potentiel, c'est que les tarifs de l'énergie solaire ont beaucoup baissé et vont continuer à baisser. La fiabilité est remarquable, si bien qu'il y a un appétit maintenant pour les énergies renouvelables qui ne se dément pas vraiment du simple micro-générateur jusqu'au gigagénérateur, je dirais. Donc, pour l'avenir, c'est vraiment une piste qui est excessivement importante. Alors, je vais commencer par dire les contraintes avant de dire exactement ce que la BOAD fait. Les contraintes, il en a beaucoup été question aujourd'hui, c'est la réglementation. Nous avons une réglementation, dans le meilleur des cas, elle existe au Togo, comme cela a été remarqué, mais nous avons un espace économique de 8 pays. Il faut harmoniser la réglementation, il faut la simplifier et il faut la rendre favorable. Et ce n'est pas le cas. Et je dirais qu'un deuxième facteur de complication, c'est la complexité des projets. On a nécessairement besoin de développeurs, ce n'est pas le cas. Nous avons des capacités techniques, organisationnelles, des ressources humaines limitées. Alors il faut véritablement des développeurs pour arriver à avancer assez rapidement. La taille des marchés pour les micro-projets, c'est faible. Le financement, qui a une double facette, même quand le financement existe et qu'il est abondant, il y a les décaissements, un véritable maquis, comme le Premier ministre l'a rappelé ce matin. Avant de mettre la main sur les ressources, il faut vraiment beaucoup transpirer. Et ça, c'est un problème que nous disons à nos partenaires pour essayer de trouver des solutions à cela. Et pour les petits projets, le financement est limité. Alors, au niveau de nos États, les chefs d'État, la conférence des chefs d'État a mis en place une initiative régionale pour le développement de l'énergie, dotée de 700 millions d'euros. Cette initiative permet de financer et des projets publics, je ne vais pas les citer, mais dans pratiquement tous les 8 pays. Et par exemple, c'est des mini-centrales dans presque tous les pays, et des projets privés. Et là, je vais citer un projet privé qui a été cité beaucoup aujourd'hui, c'est le projet Ako Kita, Solar au Mali. Et vraiment un projet emblématique, 50 mégawatts, plus de 77 millions d'euros, qui a fait intervenir le privé local, les banques commerciales locales, des fonds d'investissement, des agences de développement et les grands cabinets d'avocats. Nous pensons que quelque part, c'est la voie à suivre. Autrement, je dirais que la stratégie de la BOAD est basée sur le renforcement de l'effet multiplicateur de ces interventions. Chaque franc que nous avons dans notre capital nous permet d'investir 28 francs. Chaque financement de 1 franc que nous recevons
nous permet d'investir 2,8 francs supplémentaires. Donc, nous faisons cela et à travers des arrangements de financement, des cofinancements, des bonifications et des garanties, et beaucoup d'instruments que nous avons. Ainsi, avec la Banque mondiale, on a un projet, la Banque mondiale et la CEDEAO, le projet REGEP, je crois que c'est important à signaler, 600 millions de dollars. C'est pratiquement des installations de micro-solaires sur mesure au niveau des ménages, au niveau des dispensaires, au niveau des écoles et dans les villages. Et la Banque ouest-africaine de développement va donc accueillir le financement de ce projet-là. L'AFD, qui est un grand partenaire, bien entendu, et nous avons reçu de l'AFD 75 millions d'euros et pour la réhabilitation, le transport, la distribution d'ouvrages, et pratiquement dans tous les pays de l'UEMOA. Ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. L'AFD est un grand partenaire traditionnel. Avec la KfW, la Facilité du Sahel, nous procédons à des interconnexions, l'appui à des interconnexions, à des bonifications de prêts pour les projets d'adaptation agricole. J'en viens maintenant aux 3 fonds. Nous sommes accrédités auprès du Fonds vert, auprès du Fonds pour l'environnement mondial, auprès du Fonds d'adaptation. Et il faut quand même dire que le potentiel de ressources à mobiliser est important. Par exemple, pour le Fonds vert, on a 122 millions d'euros pour les investissements privés dans le pipeline. On a un projet de 55 millions aussi d'euros pour le Mali. Pour le Fonds pour l'environnement mondial, on a 2 millions pour l'hybridation en système solaire des plateformes multisectorielles au Togo. Et en plus des 3 fonds d'environnement, nous avons une collaboration avec le Centre régional de collaboration. Ça, c'est la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Et nous avons bien entendu des partenariats avec la BAD, j'en passe. Mais j'ajouterais seulement que dans notre viseur, nous avons le marché financier, le Conseil régional de l'épargne et des marchés publics, pour lancer des obligations vertes. Et nous pensons que nous allons de plus en plus remplir les conditions pour cela. Alors, pour résumer, Monsieur le Président, et bien entendu, l'impact de toutes ces interventions, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est évident. La sécurité, d'abord, c'est ce que l'électrification apporte. L'amélioration dans des centres de santé, des écoles. Le travail des femmes. La conservation des produits, des fruits et des légumes. C'est autant de facteurs très importants. Donc, le potentiel d'énergie solaire dans notre zone est vraiment énorme. Et je n'exagère pas en disant que c'est illimité. Il nous faut créer un cadre institutionnel, fiscal, douanier favorable, renforcer les capacités humaines et procéder à la mobilisation des ressources de la façon la plus optimale possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci. Vous avez mentionné dans les problèmes en premier la réglementation. Vous avez quand même entendu tout à l'heure nous parler, le ministre Abli évidemment, nous a parlé de ce qu'on appelle, je crois, l'initiative de Lomé, sous l'égide de l'Alliance solaire internationale, où 6 pays travaillent sur un cadre réglementaire favorable, simplifié, favorable, je ne sais pas ce que ça va donner, commun en tout cas, pour le développement du solaire photovoltaïque. Le Mali va rejoindre, ou est déjà dans les... Oui, le Mali fait partie. Le Mali fait partie. Et nous attendons de nous inspirer de cette réglementation-là. Et nous sommes dans une zone, dans une union avec 8 pays. Le problème, c'est que parfois les pays travaillent individuellement. Il faut arriver à agréger, à simplifier, à harmoniser, et puis aussi prendre les meilleurs exemples de l'extérieur. Je suis curieux de voir, par exemple, ce qui s'est fait en Tunisie. Et la BOAD a même sollicité aussi des banques privées pour comprendre leur entendement de ce que peut être une bonne réglementation. Donc, nous allons continuer à travailler là-dessus et j'espère qu'on va arriver peut-être à des espèces de standards pour pouvoir continuer normalement.
Alors ça, c'est une question pour Nidal Ouerfeli. Oui, j'ai effectivement entendu tout à l'heure parler de simplification de la réglementation. Alors en 2-3 mots, c'est compliqué ça, de simplifier la réglementation pour mieux accueillir les renouvelables. Il y a des micros là-bas. Oui. Prenez chacun un micro là. Cyril Rousseau, si j'ai une question juste après de la salle. Là, c'est une question très pertinente, effectivement. Je ne pense pas que c'est assez difficile la simplification de la réglementation, véritablement. Donc, il faut juste avoir, et je pense à ce qu'on a entendu ce matin et c'est ce qu'on vient d'entendre maintenant, donc il faut juste avoir une bonne vision, une bonne stratégie, des leviers, et une bonne volonté politique derrière. Et je pense que la réglementation pourrait se simplifier aujourd'hui. Et une, effectivement, donc des solutions pour simplifier la réglementation, c'est peut-être, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue, effectivement, de l'AFD, c'est aussi donc se croiser entre le numérique et l'énergie, la transition numérique et la transition énergétique. Hein. Donc, bon, je laisserai peut-être demain l'administrateur général de CEA en parler de ça un peu plus par rapport à ces missions. Mais je pense et nous croyons véritablement que la transition numérique conjuguée avec la transition énergétique pourrait être un véritable levier pour le développement des énergies alternatives ou des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au niveau de cette région. Et sur ce sujet, l'Europe est plutôt bien placée. Question à Nidal Ouerfeli qui voit tout le bassin méditerranéen. Le leadership de l'Europe, comment il est perçu par les pays du bassin méditerranéen dans le sud ? Écoutez, donc là je me permets de répondre au niveau de 2 points. Le premier, mais ça a été annoncé, c'est-à-dire que le nouveau, à mon sens, et à titre très personnel, le nouveau paradigme de la transition énergétique ne se limite pas uniquement aux aspects techniques, aux aspects économiques, aux aspects financement ou éventuellement aux aspects sociaux, voire même aux aspects d'acceptabilité. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons, et ça a été démontré dans un certain nombre de pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de la rive sud de la Méditerranée, que le nouveau paradigme de la transition énergétique est lié probablement à la conception même, à l'évolution même de nos systèmes énergétiques. Le système classique, centralisé, pyramidal, devrait et va laisser, à mon sens, une place prépondérante à une économie énergétique à l'échelle des territoires. Donc avec l'ensemble de ces problématiques, c'est-à-dire, on parlait donc de gestion des centrales pilotables, on parlait de la problématique de stockage, on parlait de la problématique de consommateurs, on parlait de la problématique de la flexibilité du système énergétique, avec l'ensemble des verrous technologiques, avec la problématique de l'acceptabilité sociale. Donc aujourd'hui, me semble-t-il, que tout l'enjeu se fait au niveau de territoire et que c'est le territoire qui devient le laboratoire de terrain aujourd'hui, auquel effectivement on passe des projets de démonstration avec le financement des bailleurs de fonds qui sont à côté de moi aujourd'hui, mais aussi jusqu'aux projets industriels de grande envergure au niveau de territoire. Donc il y a toute une dynamique aujourd'hui à mettre en place, un renouveau de la coopération en tout cas au niveau de cette région, entre les pays de la rive nord de la Méditerranée et les pays, et un certain nombre des pays de l'Afrique. Il y a tout un renouveau donc, qui est basé de ce que je viens de dire, sur le renforcement de capacité, sur la proximité du territoire, sur la simplification du cadre réglementaire, sur la rationalisation de la compensation. Tout cela se voit au niveau du territoire. Et effectivement, je me permets de le dire, effectivement, c'est le positionnement de CEA aujourd'hui d'accompagner dans ces thématiques et dans ces missions la transition énergétique au niveau local. On aura une intervention de Florence Lambert du LITEN qui viendra nous dire beaucoup plus concrètement et techniquement comment ça se concrétise sur le terrain. Cyril Rousseau, j'ai une question de la salle pour vous. Alors, cette question de la salle, elle vient de Christine Hermans. Vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais elle demande si l'accompagnement de la DG Finance, de la DG Trésor, à la transition énergétique se fait sous forme de subvention ou de prêt à taux bonifié. Alors on a plusieurs dispositifs. On a des dispositifs en subvention, notamment pour la phase amont des projets, le FASEP. On a des dispositifs en prêt, alors qui peuvent être bonifiés ou non selon les contextes, mais qui, quoi qu'il en soit, demeurent à des niveaux inférieurs à celui des autres dispositifs. Lorsque un projet bénéficie du coût de financement de l'État et avec une légère prime d'assurance crédit, ça reste beaucoup plus compétitif que les financements que les projets auraient dû lever par eux-mêmes ou que le pays en développement aurait dû mobiliser sur les marchés. Et puis après, on a d'autres. Alors, si on s'en tient aux dispositifs qui sont directement gérés par le Trésor, voilà les deux modalités. Subvention, prêt
concessionnel ou prêt, ce qu'on appelle le prêt du Trésor, qui n'est pas accompagné de subventions budgétaires, mais qui demeure néanmoins à des conditions beaucoup plus favorables que le financement du pays bénéficiaire. Et puis à côté, il y a tous les dispositifs qui sont mis en œuvre par d'autres avec les bonifications apportées par le Trésor, et je pense notamment à l'Agence française de développement, à qui on apporte les moyens de bonifier ces prêts pour que des projets de transition énergétique dans les pays les plus vulnérables puissent être soutenus sans mettre en danger la soutenabilité de leurs dettes. Et là encore, on a une approche qui va être modulée en fonction de la situation des pays, la situation de leur endettement. Dans un pays, aujourd'hui, on s'interdit par exemple, et on interdit à l'agence, de prêter à des pays qui sont en risque élevé de surendettement. On adapte les conditions de financement à des pays qui sont en risque modéré de surendettement. Et puis, on a des conditions de financement un peu moins favorables, mais néanmoins toujours plus favorables que les alternatives, dans les grands pays émergents, par exemple. Merci Cyril Rousseau. Dario Trum, j'avais promis de revenir vers vous. Le rôle moteur de l'Europe est-il soutenable? Quelle est la vision de Bloomberg sur ce point? Je pense que oui, dans le sens que tant qu'il y aura des opportunités d'investir dans des projets qui ont des retours garantis sur une période de 20 ans, la compétition pour ces projets, que ce soit dans les pays émergents ou en Europe, sera très haute. Donc les utilities européennes qui sont bien placées et qui ont montré jusqu'à présent qu'elles sont capables de déployer la plus grande quantité de capacités installées dans les pays émergents vont continuer à aller chercher ces opportunités. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des marchés qui étaient plutôt très attractifs, qui sont devenus trop compétitifs. Dans certains cas, par exemple l'Inde, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un marché qui est en ébullition. Il y a certains signes de détresse. On a vu le premier appel d'offres dont le résultat était au-dessus de celui qui l'a précédé et le régulateur qui l'a annulé. Donc là, il va falloir faire attention quand même que les régulateurs comprennent bien que les appels d'offres sont des mécanismes qui vont donner des prix qui montent et qui descendent, et qu'il va falloir parfois laisser le marché respirer un petit peu. Et donc je pense que les acteurs européens, oui, peuvent continuer à jouer un rôle moteur, mais il faut tant en Europe que dans les pays émergents, faire en sorte que la politique énergétique reste adéquate et continue de donner cette garantie et cette lisibilité de la trajectoire, parce que sinon, il y a très peu de chances que les investissements accélèrent ou atteignent les chiffres qu'on aimerait voir, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas suffisant. Merci. Puis alors une toute dernière question pour les deux anciens ministres qui sont là à la table ronde. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos pays européens pour plus investir? C'est une question qui vient, je suis désolé, je l'avais juste à l'écran. Si, la voilà. Et c'est une question de Salem Grira, qui est de l'Essier, qui est dans la salle, et qui dit finalement, pourquoi n'investissons-nous pas autant dans les énergies renouvelables en Europe que dans les pays émergents? Tous les exemples qui viennent de nous être donnés. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Le conseil, évidemment, le financement est important, même si le tout n'est pas que financement. Et nous voulons élargir notre base de capital pour pouvoir faire mieux. Et en plus du financement, je dirais quand même le renforcement des capacités, quoi, par rapport au développement de ces projets-là et par rapport au renforcement vraiment des ressources humaines et institutionnelles. Pour développer les projets ou pour faire l'entretien et la maintenance? Pour le tout. Parce qu'un grand projet, par exemple, de plusieurs dizaines de millions d'euros qui viennent, surtout avec de grands cabinets d'avocats derrière, même dans les pays européens, on comprend aisément ce que ça signifie. Et dans nos pays, c'est vraiment la croix et la bannière parfois. Donc je crois que les ressources humaines, c'est important. Il y a beaucoup d'avocats dans la salle. Hein? Il y a beaucoup de grands cabinets d'avocats dans la salle, oui. Ils vous écoutent. J'en ai croisé tout à l'heure. Je sais. Alors donc, vraiment, je m'en arrêterai au financement, bien effectué, bien entendu, le renforcement des capacités, et puis ce rôle quand même que les développeurs doivent jouer pour arriver à des standards. Merci beaucoup. Merci. Et renforcement des capacités, c'est une superbe perche que vous tendez pour la table ronde suivante. Nidal Ouerfeli. Merci Philippe. Je ne me permettrai pas effectivement ni de donner de conseils, ni de recommander effectivement les gouvernements ou les institutions qui sont présentes. C'est une question au docteur. C'est une question au docteur en économie de l'énergie et non pas aux représentants du CEA. Voilà, effectivement, je pense que le CEA est le conseiller du gouvernement français sur un certain nombre de missions régaliennes. Et donc à ce titre, je me permettrai juste de dire, effectivement, si vous me permettez, c'est que j'ai assisté effectivement à ce colloque en tant qu'étudiant. J'ai assisté dans ce colloque en tant
tant que doctorant, j'ai assisté en ce colloque en tant que chercheur au CEA et puis responsable. Il y a juste une seule chose peut-être donc de l'acquis de l'ensemble de cette petite expérience, c'est très modeste. C'est pas un conseil. C'est que je dis aujourd'hui que les personnes et nos honorables invités qui sont là sont des industriels français, voire européens, qui sont leaders dans leur domaine, que ce soit dans le domaine du numérique, que ce soit dans le domaine de développement des énergies renouvelables, de l'éolien. On a entendu effectivement dans plusieurs secteurs. Ce que juste je me permettrais de faire une petite remarque là-dessus, c'est que dans cette salle, il y a les leaders français qui peuvent véritablement accompagner les pays en émergence ou les pays en développement économique ou les pays effectivement de l'Afrique, du Moyen-Orient aujourd'hui, moyennant une seule condition, c'est que nos bailleurs de fonds, effectivement, nous accompagnent. Nous, on est CEA, on n'est pas fournisseur, on n'est pas donc équipementier, on est juste donc on transmet de la savoir et du savoir-faire. Mais nos bailleurs de fonds, et je me tourne effectivement particulièrement à l'Agence française pour le développement et effectivement au ministère du tutelle et du fonds, c'est que vous avez ici dans cette salle des leaders, des champions mondiaux. Il faut juste les accompagner pour réussir la transition énergétique, parce que la transition énergétique se construit collectivement et avec l'appui du financement derrière. Merci Nidal Ouerfeli, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci messieurs d'y avoir participé.